Bonjour à tous et toutes. On va passer à une table ronde sur la gestion de projet Vitam. Donc, je me présente, Olivier Sendy, je travaille à la direction interministérielle du numérique et j'ai le plaisir d'être le contact du projet VAS pour la DINUM. Et bon, je ne suis pas archiviste de formation du tout. Ce que j'ai pu constater depuis quelques années, 3-4 ans maintenant que je suis projet VAS, c'est la très très grande technicité, aussi bien du point de vue numérique que du point de vue métier archive. Et ce que je vais demander aux participants de la table ronde, c'est de se présenter et de présenter en quelques mots leur projet et de voir comment ils ont géré la dualité d'expertise nécessaire pour monter un projet de SAE. Marion, si tu veux commencer. Bonjour, Marion Leguet, je suis la directrice technique du projet Saphir, donc qui est l'implémentation de Vitam au sein des affaires étrangères. Donc nous, notre parcours, c'est qu'on avait à mettre en place un SAE souverain, puisqu'on a cette mission d'archivage qui est une mission régalienne. Au début du projet, on est parti de... On n'avait pas vraiment d'organisation au top départ quand on a vraiment lancé le projet. Par contre, notre force, c'est qu'on a l'habitude des projets agiles. Donc d'emblée, c'était évident qu'on allait mettre en place une forme de binôme entre la partie métier et la partie technique. Donc il y a eu, ça s'est mis en place au niveau direction, avec un direction de projet métier et une directrice de projet technique. Et tout de suite une déclinaison opérationnelle, donc avec un product owner, une product owner en l'occurrence, Isabelle, qui était en contact quotidien avec un proxy PO, parce qu'en plus on avait la distance à gérer, donc qui intervenait directement dans les équipes de réalisation. Et en fait, très vite, on est devenu qu'une seule équipe. Aujourd'hui, on est une quinzaine à peu près. On travaille tous les jours, tout le temps ensemble. Et c'est ça qui nous a sauvés, parce qu'en fait, les plus grandes décisions stratégiques, on les a prises tous ensemble. Voilà. Et c'est toujours le fonctionnement qu'on a aujourd'hui et qui va se prolonger pendant au moins 2 ans supplémentaires. Merci. Guillemette. Bonjour à tous, donc, je suis Guillemette Besson, je suis la responsable des archives de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc, petite spécificité, nous on est sur un projet de SAE que l'on souhaiterait mutualiser. On en est dans le projet, donc on a rejoint le programme Vitam en octobre 2020. Et depuis, on a monté une équipe projet au niveau de la CACP qui est composée d'un collègue de la DSI, donc profil plutôt développeur, qui est vraiment sur toute la partie infra et technique, et moi, côté archives, et on travaille très régulièrement ensemble sur les spécificités. Lui, plus sur la partie installation Vitam sur nos serveurs, donc il avance bien, même, très très bien. Et puis moi, en accompagnement aussi de l'ensemble des collectivités du territoire, puisque notre agglomération, c'est 13 communes, pas des services archives de partout, donc une compétence pas représentée de partout. Et on travaille aussi à une montée en compétences sur le territoire pour que ce projet puisse vraiment s'inscrire dans la mutualisation. Donc voilà pour la CACP. Nadia, je te laisse la parole côté Xeliance. Merci. Donc je suis Nadia Boronga, directrice de projet chez Xeliance. Depuis ce matin, on a parlé de Xeliance en tant que partenaire et contributeur du programme Vitam. Xeliance, c'est un groupe fort d'expertise sur l'archivage physique, l'archivage électronique, avec un socle de logiciels et de prestations d'externalisation. Nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale et notamment au sein de ma direction des opérations d'archivage électronique. Nous mettons en place donc le SAE à partir de notre solution. Donc Xeliance a développé en fait son SAE, Xeliance Archive Management, avec son back-office Vitam. Donc moi je ne suis pas cliente mais plutôt côté prestataire. Du coup je vais plutôt vous parler très rapidement d'un projet client grand compte qui s'est clôturé il y a très peu de temps. Donc un projet pour un client dans le secteur financier. Donc c'est un projet de mise en place d'un système d'archivage physique avec une grosse reprise de données. Et puis il y avait aussi un projet connexe de digitalisation des process métiers avec de l'archivage électronique. C'est un projet qui a duré près de 18 mois, qui a mobilisé 5 directions au sein de Xeliance. Donc ma direction, la DOAE, qui porte le projet. La DSI, puisque au sein de la DSI, on a à la fois les équipes d'infrastructure,
d'hébergement, de développement aussi, puisqu'il y a eu des fonctionnalités qui ont été développées durant le projet pour l'archivage physique et le tiers archivage, au-delà du côté électronique qu'on avait déjà mis en œuvre. Donc on a travaillé en permanence avec nos équipes de la DSI. Il y avait la même chose côté client. Donc en fait, c'est un projet qui a été porté par l'IT client. Donc il y avait en permanence l'IT client avec le service d'archives. Ils ont mobilisé aussi d'autres équipes qui sont intervenues. Donc c'est vraiment binôme fonctionnel et technique pour le pilotage de ce projet-là. Merci beaucoup Nadia. Et Véronique Bertrand pour Nantes Métropole. Donc, bonjour à tous. Alors, nous sommes deux pour représenter Nantes Métropole. Donc, Nantes Métropole, c'est une collectivité territoriale qui regroupe 24 communes pour environ 660 000 habitants au total et une grande diversité dans les communes puisque la ville-centre Nantes fait environ 315 000 habitants et la plus petite, Saint-Léger-les-Vignes, un peu moins de 2 000 habitants. Alors, Nantes et la métropole n'étaient pas éligibles au SAE départemental, donc il a fallu réfléchir à des solutions plus pour la métropole. Et ces réflexions se font conjointement entre le département des ressources numériques, dont nous faisons partie, Julien et moi, et le service des archives, qui n'a pas de représentante malheureusement aujourd'hui. Alors, ces deux services sont mutualisés, métropole et ville de Nantes, sur plusieurs périmètres, comme la gestion de l'infobésité, la culturation des services sur les différences entre historisation et archivage, etc. Le DRN, donc le service informatique, et le service des archives ont une habitude de collaboration. Et quand le projet SAE est arrivé, dès le départ, il a été affirmé que cette mise en œuvre se ferait d'une manière bicéphale. Ce serait construit d'une manière à responsabilité égale entre les archives et le numérique. Alors, on a une directrice de projet archives et une directrice de projet numérique. Cela associe des archivistes qui ont différents niveaux au niveau du numérique. Et on a une archiviste chef de projet qui est Léa Aguerri au niveau numérique, et puis Julien, donc, qui est chef de projet côté DRN. Puis, en fait, vu la technicité de Vitam, personnellement, je suis architecte du système d'information, donc ça a nécessité aussi beaucoup d'implication pour le choix de la solution. Donc, on a aussi une démarche d'urbanisation très forte au niveau du DRN. Le SAE s'inscrit totalement là-dedans. Et comme notre service informatique, comme pas mal de services aujourd'hui, est certifié 27001, on avait un très très gros focus sur la sécurité, tant cyber que sécurité de fonctionnement. Le groupe projet se réunit une fois par mois. Les deux chefs de projet ont des sessions hebdomadaires. On a eu un très gros travail en amont pour choisir vers où on allait aller. Donc, c'est Vitam. Et donc, ça a été travaillé sur un POC pendant 6 mois pour asseoir notre choix. Voilà. On en est là. Et bravo. Là, on voit qu'on a une belle diversité, parce qu'on a de collectivités, un ministère, un opérateur privé, une ESN qui adresse des acteurs privés, en l'occurrence une grosse, pour le projet en question, une grosse entité du privé. Je voulais enchaîner sur une question autour du système d'archives électroniques et de sa complexité et de son coût. Ce sont des systèmes qui sont compliqués à mettre en œuvre, qui nécessitent beaucoup d'investissement. Et je voudrais savoir comment vous avez présenté un modèle économique qui a permis à vos décideurs de se lancer et comment vous avez utilisé aussi les effets de mutualisation qui étaient possibles pour vous. Je vous propose de commencer pour la CACP. Donc en fait, au niveau de la CACP, on s'est fait accompagner par une AMOA pour avoir une visibilité
à assez court terme des modalités. On avait 2 points d'attente forts, les modalités organisationnelles, comment on arrive à amener l'ensemble d'un territoire un peu hétéroclite avec des niveaux d'acculturation différents. Et puis on a eu beaucoup de mal à disposer d'éléments financiers également, c'est-à-dire finalement à SAE combien ça coûte et combien ça coûte pendant combien de temps, donc pour l'inscrire dans la durée. Donc on a disposé très récemment de ces éléments financiers et organisationnels, ce qui nous permet, nous, de nous projeter dans une organisation qui va se faire là sur un cycle de 2 ans. Donc une première année, on va travailler avec les communes sous la forme d'une convention partenariale. L'idée, c'est de co-construire pour amener tout le monde et non pas que ce soit uniquement l'agglomération de Cergy-Pontoise qui soit donneur d'ordre en fait. Il faut que chacun s'approprie le projet de SAE. Donc ça partira par une convention partenariale avec un plan de formation qui sera mis en place pour une montée en compétences. Et montée en compétences qui concernera, comme on l'a dit tout à l'heure, toujours ce binôme DSI-archives, à minima, voire service producteur, puisque les problématiques, ces données, si elles sont mal maîtrisées en amont dans notre SAE, on n'aura pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose de qualité. Donc il va y avoir aussi tout un travail d'acculturation de l'ensemble des agents, de montée en compétences, et ça passe par la rédaction d'un schéma de mutualisation que l'on souhaiterait mutualiser, mais on sait qu'au regard de la taille des communes, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais tout ça, c'est pour maîtriser en amont notre production. Aux côtés des éléments financiers, on avait demandé une projection. Alors, c'était une demande de ma part que j'avais formulée à l'AMO. Je voulais une projection sur 10 ans, non pas pour m'assurer du boulot jusqu'à ma retraite, mais pour avoir une visibilité vraiment très très longue sur à quel moment il va y avoir des coûts d'amélioration forts, puisque je projette le SAE non pas comme quelque chose de linéaire, mais comme quelque chose de très évolutif, avec parfois nécessité de participer financièrement un peu plus fort. Donc on a, la MOA nous a distingué 4 catégories de coûts, donc les coûts d'intégration qui sont finalement ces premiers coûts très impressionnants, mais qui, par la mutualisation, peuvent se prendre en charge. On a des coûts récurrents qui sont vraiment liés aux AFRA, donc moi je ne pourrais pas trop en parler, c'est mon collègue de la DSI qui aurait pu en parler. Des coûts d'extension, puisqu'on envisage, alors on est parti sur un cycle de tous les 2 ans, une extension de périmètre, la mise en place de nouveaux connecteurs par exemple, avec de nouveaux applicatifs pour que l'ensemble des logiciels de nos services soient à un moment donné raccordés au SAE, tout ça dans un esprit de mutualisation. Donc ça pose d'autres problématiques parce que l'agglo ne gère pas des missions, par exemple, liées à l'enfance qui sont présentes dans les communes. Donc comment est-ce qu'on mutualise des choses dont on n'aura pas besoin ? On a également des coûts d'amélioration globale. Donc c'est ce coût-là que moi je pensais avoir tous les 10 ans. Et la MOA m'a dit non, Guillemette, ce sera tous les 5 ans. Donc d'accord, tous les 5 ans, il y aura une grosse enveloppe. Et on a prévu 2 autres choses, une masse salariale, puisqu'on n'y pense pas assez. J'entends tous les ministères, vous avez des équipes relativement fortes. À la CACP, je suis toute seule, je suis DPO mutualisée, j'ai vraiment beaucoup d'autres missions. Et en fait, ça ne suffit pas. Donc il faut de la masse salariale mutualisée côté DSI et côté archives. J'insiste sur le côté DSI parce qu'on a un peu tendance à l'oublier. Enfin, voilà, on pense que le SAE n'est le problème que de l'archiviste, mais pas du tout. Sans vous, on ne ferait rien, en fait. Donc voilà, et dernière tranche de coûts, les coûts de formation. Donc ça, c'est pareil, très important. Et en regard, on a mis également les différents financements qu'on pouvait envisager. Donc Annette, dont on parlera tout à l'heure, je crois. Et j'ai également un peu exploré les fonds européens, mais il n'y a pas grand-chose qui me laissait beaucoup de perspectives. Donc voilà, pour l'agglomération, un peu ces aspects financiers. Donc je vais vous donner le gros chiffre. Sur 10 ans, pour 13 communes, on est sur 1 400 000 €. On divise par 10, puis on divise par 13. Ce ne sera pas la clé de répartition parce qu'elle n'est pas tenable. Et on arrive à des coûts qui sont beaucoup plus entendables pour nos communes, notamment pour nos communes de 600 habitants, qui aujourd'hui signent électroniquement, produisent de la donnée de façon dématérialisée, l'archivent sur des petites clés USB qu'elles mettent dans des petits coffres. Donc on essaye vraiment d'avancer pour qu'au moins ce process s'améliore à moindre coût, on va dire. Voilà. Je serai bavarde, donc j'arrête. Non, au contraire. Je vais prendre la suite. Alors, Xeliance a développé son propre SAE. Par contre, pour nos clients, on dispose de 2 instances. Donc, il y a de la mutualisation. Il y a une instance SaaS mutualisée pour nos clients. Et du coup, pour notre client grand compte, lui dispose d'une instance SaaS dédiée. Et
donc il offre au final, c'est une offre de services d'archivage physique et électronique pour ses clients internes. Donc on a plusieurs périmètres métiers. L'avantage de disposer en fait d'une instance SaaS mutualisée pour nos clients, c'est que nous, on a une équipe dédiée, à la fois sur l'hébergement, sur la maintenance de la solution. On a aussi une équipe qui fait la supervision de cette instance-là et une équipe support qui quotidiennement vérifie en fait si les versements se sont bien effectués. L'avantage pour nos clients et surtout pour nos petits clients, c'est d'avoir une offre d'archivage à moindre coût par rapport à d'autres mastodons du marché. Et en plus, ils bénéficient d'une instance qui est certifiée. Donc notre instance, dernièrement, on a eu un renouvellement de l'audit pour la certification de la NF 461. Mais on est certifié, on a d'autres certifications sur nos plateformes. Donc on retrouve un peu les différentes utilisations de Vitam et puis un service mutualisé, accessible en mode SaaS, mais là du coup dans le monde du privé. Merci. Juste un petit complément, dans cette instance SaaS mutualisée, chaque client dispose de sa propre organisation, de son tenant, donc il y a de la personnalisation pour les profils de description, les groupes d'habilitation, et du coup la gestion des utilisateurs est faite côté client. Donc c'est un administrateur client qui doit être nommé et c'est lui qui va gérer, créer, modifier et désactiver les utilisateurs. Merci. Et donc Julien et Véronique pour Nantes Métropole. Bon. Alors bon, donc cette offre de SAE, elle s'inscrit dans une démarche de mutualisation de tous les services que la métropole et la ville, qui historiquement a beaucoup de services, veut vraiment partager avec les autres communes. Parce que comme je le disais, c'est très hétérogène. Alors pour ce SAE, tant les archives que le DRN sont mutualisés. Donc ça ne pose pas de problème entre la métropole et la grande ville. Par contre, pour toutes les autres communes, ça pose question. Et donc les archives avaient plus d'expérience que nous, puisqu'il y a une archiviste qui travaille, il y a des contrats avec les communes, tant de jours par an d'une archiviste qui va les aider pour des plans de classement, des éliminations. Et c'est vraiment un gros travail. Donc ils étaient beaucoup plus en avance que nous sur ces réflexions. Nous, on a axé tous nos travaux sur combien ça va coûter Vitam en interne, combien de personnes il nous faut la première année, puis ensuite les connecteurs, l'accompagnement. Donc les archivistes ont fait un plan de ce qu'elles voient en versement dans les archives, tant au niveau réglementaire que historisation sur les 4 ans qui viennent, pour que nous, côté DRN, on dise combien ça coûte, et que les deux services envisagent combien de personnel, ce que vous avez vu pour Cergy-Pontoise, il faut en plus, parce que c'est pas neutre. Et là, il a été donc construit une offre d'accompagnement pour les communes à plusieurs niveaux et charge aux communes d'y souscrire ou pas. Donc il y a beaucoup d'appétence sur le sujet. On a proposé des coûts de run, mais qui doivent être validés par les politiques, puisque c'est eux qui ensuite, au niveau du pacte métropolitain, vont voir quelles sont les sommes qui sont prises en charge par les plus riches et pour aider ceux qui ont moins de potentiel. Voilà. Alors, merci beaucoup. J'ai oublié de préciser au début, si vous avez des questions, notez-les bien dans un coin. Il y aura une vingtaine de minutes à la fin de la table ronde pour échanger avec les différents chefs de projet ici présents. Une autre question qu'on s'était posée quand on a préparé cette table ronde, c'est voilà, il y a la phase conception, comment on vend le projet à ses décideurs, quel modèle économique, et puis après il y a le passage à l'action. Et je trouvais intéressant de voir entre le moment où ça a été conçu et le passage à l'échelle et le passage à l'opérationnel, comment ça se passe, où en sont ceux qui ont pu passer à l'échelle parmi vous, et globalement combien d'archives, quel volume,
Qu'est-ce que ça vous a coûté financièrement en ressources humaines? Donc voilà, quelques métriques pour donner une idée à tout le monde de qu'est-ce que ça veut dire en vrai, quoi. Je vais démarrer. Alors, je vous ai fait toute une collection de chiffres. Nous, on a intégré Vitam à peu près en 2017. Enfin 2016 pour Isabelle et 2017 pour les réalisations techniques. Depuis, on a fait 4 grosses remises en production. En fait, on a suivi les versions Vitam, on a fait une version bêta, on a fait un pilote, on a fait une première version opérationnelle basée sur la V2 de Vitam, et cette année, on a déployé la V4 en avril. On a dépensé, moi aussi je vais parler gros sous, on a dépensé à peu près 10 millions d'euros sur ces 5 années. C'est vraiment un coût complet. Donc c'est les coûts qui concernent la main-d'œuvre, les machines, les licences, l'exploitation. Voilà, ça couvre vraiment tout. Bon, pas le bâtiment quand même, mais tout le reste est compris. On a mobilisé entre 10 et 15 personnes sur la partie technique. Donc on est monté à 15, presque 20 à une époque. Et là, en ce moment, on plafonne à 10. 3 ou 4 sur la partie métier, quasiment à plein temps, avec des pics quand il a fallu. On était dans les phases de conception avec beaucoup de consultations archivistes au niveau des archives. Sans compter tous les renforts ponctuels. Donc évidemment, tout ce qui est de sécurité, des prestations d'architecture un peu pointues, ce genre de choses. Et puis toutes les strates hiérarchiques qui suivent le projet. Celles-là, je ne les compte pas non plus. Aujourd'hui, notre équipe d'une dizaine de personnes. Côté technique, on a donc 2 développeurs, 3 DevOps à temps plein, un architecte, un proxy PO, une stagiaire. Et pour le moment, le luxe de chef de projet, le temps d'assurer le tuilage. On utilise à peu près 200 machines virtuelles. On a 10 environnements différents entre les premières phases de dev et de qualification de Vitam jusqu'à la partie production. On a à peu près 800 000, un peu moins de 800 000 archives versées. On sait qu'on atteindra le million en fin d'année. Là, on est petits joueurs par rapport à d'autres. Mais on sait qu'à terme, ce sera plusieurs millions par an d'archives, notamment grâce à nos applications versantes. Les applications versantes, donc, ce sont des applications qui vont se déverser automatiquement dans le système d'archivage. On en a 3, donc une qui est quasiment prête et voilà, qui attend son passage en pré-production, 2 autres qui sont en cours de construction, et déjà 3 autres inscrites qui arriveront normalement peut-être 2023 ou 2024. On a encore 60 Tera de gisements de données qui sont encore à l'étude, donc on ne sait pas trop combien on va avoir à récupérer là-dedans, mais comme on n'a pas la liste intégrale de toutes les applications, il y en a probablement un peu plus. À ceux qui font de l'agile, ça parlera, on a atteint notre 2 millième user story il y a peu de temps, on en est au sprint 83. Et puis le petit chiffre, ce sera le mot de la fin, bientôt sur les 5 continents, puisque l'objectif c'est que fin d'année prochaine, le système sera accessible, donc nos archives seront consultables en ambassade et en consulat. Donc on va couvrir le monde entier. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Zéliance ? Du coup, je vais enchaîner puisque notre fameux client est en production. Et du coup, là, en fait, initialement, il y avait plusieurs périmètres métiers. Du coup, la première mise en production a été faite en février 2021. Et du coup, on a déployé l'ensemble des périmètres métiers sur 6 mois, avec une grosse migration. Et je vois Emmanuel qui est dans la salle et qui a bien contribué à cette part. On a migré en tout 17 millions d'archives en 6 mois. Et désormais, le client a à peu près 23 millions d'archives dans son SAE, ce qui est énorme. En termes de ressources, parce que ça mobilise, un grand projet comme ça mobilise beaucoup de ressources, que ce soit côté client, vu que ça a été porté par l'IT, donc ça a mobilisé aussi d'autres directions, le service d'archives, ça a mobilisé une autre équipe qui s'occupe des prestataires de numérisation. Ça a mobilisé également 2 de leurs prestataires. Donc il y avait des versements initialement, des flux automatiques de leurs prestataires de numérisation. Donc il a fallu aussi orienter vers notre solution Xeliance Archive Management ces flux automatiques. Et puis de notre côté, comme je vous le disais, ça a mobilisé 5 directions. On a évalué en termes de charges. Donc là, on est... que ce soit côté client et de notre côté, on est au-dessus par rapport à l'estimation initiale des charges qui avaient été vendues. En termes de paramétrage, c'est colossal. Je vais vous donner quelques chiffres. Il y a à peu près 1000 types d'archives qui ont été paramétrés, 5 tenants, 150 groupes de profils pour les habilitations.
Donc ça a été un rythme très intense et dense pour déployer tous ces périmètres métiers. Et puisqu'il y a des prestations de tiers archivage, du coup ça a aussi mobilisé nos équipes de la production, donc des sites, des entrepôts aussi qui ont été mobilisés sur ça. Côté client, ils avaient chiffré normalement charge qu'ils avaient estimée moindre. Au final, il y a eu aussi un dépassement des charges de leur côté, un full-time, enfin 2,5 ETP côté IT, 1,5 côté service d'archives. Et puis de notre côté, rien qu'en termes de paramétrage, il y avait 2 ressources, 2 ETP sur une charge plutôt de 4. Donc on a eu besoin aussi de renfort. Ok, merci beaucoup Nadia. Nantes Métropole, vous avez pu déployer déjà ou pas encore? Et non. Donc, on va passer à la question suivante et qui concerne en fait la vue long terme. On parlait, Guillemette parlait tout à l'heure de la projection à 10 ans. Bon, Vitam, c'est une solution qui est utilisée par les archives nationales, donc voilà, avec une certaine assise, une solution open source dont on peut espérer qu'elle a un bel avenir et une belle stabilité. Est-ce que cet engagement de l'État a été important dans le choix qui a été fait par vos différentes entités? Et comment vous envisagez le long terme, hein? Comment vous vous projetez dans le long terme sur le SAE? Donc je vais commencer. Donc, alors, et effectivement, nous, l'engagement de l'État, ça a été vraiment une gageure pour nous et pour nos décideurs. C'est-à-dire que c'est un discours qui était très entendable par le président de la CACP, en fait, à qui on a dit, on part sur le programme Vitam. Ah, qu'est-ce que c'est? Vitam, c'est porté par l'État, c'est porté par tel et tel ministère. Et c'est vrai que ça donne de la continuité et du sens, en fait, à rejoindre le programme. Ensuite, la stabilité, nous, Service Archives, on veut essayer de l'assurer en étant, on va dire, omniprésent dans tous les chantiers liés à la gouvernance de la donnée. Donc, je suis DPO. Je ne suis pas DPO par passion. Je suis DPO parce que je trouvais que c'était important que les éléments sur le RGPD me reviennent. Je me suis formée j'ai monté en compétences et aujourd'hui, je suis même DPO mutualisée, ce qui amène déjà une première part de mutualisation pour les communes du territoire. On s'acculture gentiment sur la donnée. On participe au chantier là, on est en train de mettre en place un schéma, en fait, un schéma directeur de dématérialisation. Et le service archives et mon collègue de la DSI qui travaille sur le SAE est partie prenante du schéma directeur pour que dès le départ, on fasse aussi nos choix sur est-ce qu'on part sur tel processus de démat, si on y part, oui, oui, non, et après, quels sont les prérequis qu'il va falloir prévoir dans cette démat pour que les données puissent ensuite être versées dans Vitam. Donc aujourd'hui, ce n'est pas en production, aujourd'hui, on n'a pas tout ça, mais par contre, on a vraiment cette volonté de préparer en parallèle, en amont, au mieux les données pour qu'on puisse s'inscrire dans la durée. Je ne pense pas qu'on intégrera des millions et des millions, ça peut être un objectif, mais je ne pense pas qu'on y arrivera. Par contre, je vois rien que les flux qui sont liés, donc toutes les métropoles, les communes sont concernées à l'instruction du droit des sols, qui est de la démat obligatoire portée par l'État, impulsée, pas portée, impulsée. Donc là, il va falloir forcément prévoir que les données basculent parce que risque juridique fort et contentieux très fréquent sur les dossiers d'instruction en termes de permis de construire. Donc voilà pour nous comment on s'inscrit dans cette durée, en prévoyant une projection sur 10 ans, en expérimentant une solution portée par une gouvernance forte. Et enfin, nous, on avance gentiment. Ça fait 2 ans qu'on est dans le programme Vitam. On pense renouveler la convention prochainement. Et ce qui me plaît, moi, c'est qu'on ait plusieurs agglomérations. Je suis désolée, je prêche pour ma paroisse. Mais en fait, voilà, la métropole de Nantes, la métropole de Toulon, je sais qu'il y a Pau qui a rejoint. En fait, il y a d'autres collectivités qui rejoignent, qui ont vraiment des problématiques très proches des nôtres. Et avec Nantes, on travaille sur des profils ensemble. En fait, on mutualise aussi nos process et nos façons de travailler. Donc, l'avantage de Vitam pour les collectivités territoriales, type EPCI,
c'est vraiment aussi ce groupe de travail qui se constitue grâce à Vitam, en fait, où je pense qu'on aurait plus difficilement travaillé, et grâce au club utilisateur. C'est une petite pub, c'est ça? Donc je te laisse faire le relais de la pub du club utilisateur. Ah, bah, vive le club utilisateur, c'est là le mot de la fin. Ouais. Non, mais pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu as dit. Bon, pour moi, personnellement, je suis arrivé à la métropole après le choix de Vitam, donc c'est pour ça que je laisse depuis tout à l'heure intervenir un peu plus Véronique. Mais voilà, on s'est fait accompagner à l'époque pour nous aider sur sur le cadrage, sur la gouvernance, sur la stratégie de déploiement, sur le choix de Vitam. Et bon, bah, tous les critères à la fois fonctionnels et autres nous ont amenés à choisir Vitam, et notamment sur le gage de pérennité dû au fait que la forte implication de l'État et dû au dynamisme, je refais la pub, dû au dynamisme de ce club utilisateur qui permet d'avoir voix au chapitre et de... voilà, pas grand-chose à ajouter. Alors, je vais continuer. Donc, Xeliance est partenaire et contributeur du programme Vitam. Donc, on a dernièrement financé et versé la fonctionnalité de gel. Donc, on va continuer à accompagner, à être contributeur du programme Vitam. On va aussi nous continuer à enrichir au final notre solution Xeliance Archive Management. On a une roadmap bien remplie. Et puis, on va continuer aussi à développer notre instance SaaS mutualisée avec de nouveaux projets clients, que ce soit mise en place de systèmes d'archivage électronique, physique, hybride. Et puis, on prévoit une grosse migration de notre parc client vers notre legacy et développer aussi de nouvelles offres et opportunités. Donc, on a à la fois des clients dans notre instance SaaS publique, mais aussi des clients privés. Donc, on va continuer sur ce sujet-là et d'adresser les besoins de part et d'autre. Et Nadia, juste pour compléter, en termes de stratégie d'entreprise, pourquoi finalement il y a eu ce choix d'aller de co-construire avec l'équipe Vitam, si vous avez des éléments là-dessus? Alors, je crois que je n'ai pas assez... je suis arrivée en fait en septembre 2020, donc j'étais pas là au moment de ce choix, mais d'autres personnes pourront répondre sur ce sujet-là. D'accord. Marion, du coup. Oui, un petit mot pour terminer. Donc, moi, je me rappelle des premières instances où j'ai pu participer chez Vitam. Et l'engagement des ministères porteurs à l'époque, on en parlait avec Emmanuel, c'était à peu près 20 ans. C'est-à-dire que le but, c'était de construire un produit qui tenait au moins 20 ans. Aujourd'hui, les archives diplomatiques dépendent de la bonne marche de Vitam. Donc forcément, au sein du MAE, il y a un réel investissement sur ce projet. Je vais appuyer notamment sur la montée en compétences qui est quand même assez longue. Ça reste quand même complexe, côté métier, côté technique. On est tous montés en compétences ensemble d'ailleurs, sur tous les axes, que ce soit développement, architecture, DevOps, même le pilotage de projet avec le côté interministériel. Et en fait, on s'est malheureusement vite aperçu qu'il faut savoir pérenniser les talents sur cette partie-là, prévoir des backups, faire former les gens, etc. On est dans des métiers où il y a quand même de la rotation. Et ces compétences qui partent, elles sont très compliquées à patcher quand on les perd. De l'autre côté, il y a un budget qui est bien prévu aussi. On sait qu'un jour ou l'autre, on va passer en MCO, on y croit. Mais le but, c'est de conserver de toute manière une équipe, même réduite, mais qui permettra de pérenniser les compétences et les connaissances du SAE. C'est quelque chose on a encore ce travail-là à faire du côté de l'exploitation, mais côté développement, ça c'est sûr qu'on sait déjà comment faire. Il y a un autre lien qu'on va pérenniser aussi, c'est le lien avec Vitam, la proximité qu'on a avec eux, tous les échanges qu'on a de manière très régulière, et c'est un encouragement que je pousse vers les autres partenaires qui veulent ou qui vont rejoindre le club utilisateur, c'est surtout de participer un maximum au club utilisateur, mais aussi au multilat archivistique et aussi au multilat technique. Il y a aussi des choses à construire côté technique ensemble. Vitam, c'est pas un éditeur, c'est un projet vivant qui porte les archives de France. Donc, il faut absolument une communauté active derrière qui permettra d'avoir les bonnes orientations du programme pour les futures années, y compris sur les axes techniques. Merci beaucoup et merci pour l'équipe.
On est presque en avance sur notre timing. Est-ce que vous avez des questions ou des réponses d'ailleurs à des choses qu'on n'a pas éclaircies pendant la table ronde ? Il y en avait un autre, mais je ne le citerai pas. Oui, mais ça marche un peu mieux. Et donc, on a fait un tour, on a rencontré l'équipe Vitam à l'époque, et voilà, ça a bien fité, et on s'est dit que ça serait le bon choix. Voilà. C'est important d'avoir un projet open source, parce que déjà, moi, je suis très extrêmement open source, hein, donc je pense que c'est vraiment un choix important, parce que ça permet donc de dire, demain, en plus, sur les archives, s'il y a un problème avec une société avec un soft où on n'a pas le source, on ne sait pas comment est-ce qu'on reprend donc, les softs et les archives. Et là, effectivement, en open, à chaque fois, on garde, voilà, donc on a le source, on est sûr et certain donc de se dire, il y a effectivement une vue à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Voilà. Ça, c'était franchement le point important. Donc, ce n'est pas le seul point, mais c'était le point important. Merci Emmanuel. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser, des commentaires sur cette table ronde gestion de projet? Merci. Bonjour, Karim Elali de la CNAM. Je m'interrogeais un petit peu sur les dispositifs de sécurité complémentaires que vous avez pu être amené à mettre par-dessus un système peut-être relativement sensible. Je pense surtout au ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui vous avez été amené à compléter en fait au travers de vos ressources propres, pas forcément celles du programme Vitam? Alors, comme c'est un projet dit sensible, on est tombé sous le coup des homologations. Donc très vite, on a dû se faire accompagner en fait, pour avoir des études de sécurité complètes sur le projet. La première, on l'a faite juste sur le bloc, ce qu'on appelle nous le cœur Vitam, c'est-à-dire la partie Vitam et le front office de Saphir. Le but était juste de vérifier que cette partie-là était isolée. On partait du principe qu'on ne pouvait plus fonctionner en mode... Voilà, le ministère a des beaux murs bien solides et personne ne pourra passer au travers. Il fallait qu'on soit isolé du reste. Donc, on a eu une isolation du LNSX, par exemple. On ne peut pas passer sur nos serveurs à nous. On fait du filtrage sur IP. On fait énormément de choses en fait, pour garantir que même si un jour on a une intrusion au sein du ministère, ça ne pourra pas se propager jusqu'aux archives. On a fait évidemment auditer tout le code source du front office. C'était une évidence. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Des gestions de profils assez poussées aussi, pour éviter effectivement, notamment quand on a mis en place l'illumination, toutes les fonctions sensibles, en fait, on a essayé de faire de la sécurité by design. Donc en fait, on a essayé d'identifier dès le début, quand on a identifié nos biens essentiels, on a en méthode IBIOS là, ce qu'on doit identifier, tout de suite on a essayé de vérifier les grosses fonctionnalités un peu dangereuses, est-ce que finalement elles ne les mettaient pas en péril. Et du coup, pendant la conception, directement avec les PO, on a réfléchi à comment on pouvait faire pour être sûr que jamais on mettrait des archives en difficulté. Donc on a fait ce genre de démarche. Voilà. Après, les classiques, tes intrusions, voilà, tout ce genre de choses. Mais ça, c'est des choses qui sont rodées au ministère, donc on s'est juste, on a suivi le rythme en fait de ce que mes collègues savaient déjà bien faire. Alors au niveau des tenants, en fait, nous on a un seul tenant de données. Donc voilà, tout est dedans. Aujourd'hui, on n'a pas de séparation parce que voilà, on a des archives qui sont du niveau diffusion restreinte. Elles sont toutes dans le même paquet. On a dû mettre en place un tenant pour quand on est tombé sur l'état civil électronique, parce que là, c'est des archives, mais c'est des archives chaudes. Enfin, c'est des documents courants en fait. Et du coup, les droits d'accès ne pouvaient pas être les mêmes. Donc à cause de ça, on les a séparés. Mais c'est le seul cas pour le moment qui s'est posé. Tout le reste des archives est dans un seul tenant. On ne met pas de confidentiel, on ne met pas de classifié, on met voilà, tout. Ouais.
non, on n'en a pas assez, donc ça ne rentrera pas dans le CEF. Exactement, ça marche très bien. D'autres questions? Non. Bah, écoutez, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous.